On dit que la trahison, c'est comme un coup de couteau dans le dos. C'est faux. C'est plus lent, plus sournois. Ça s'infiltre dans les instants du quotidien, une séance de sport tardive, un deuxième verre de vin, un sourire fraternel trop facile. Au début, je n'ai rien vu. Je ne voulais pas voir. Mais les signes étaient là, tous. Ce que je croyais être un mariage solide n'était qu'une illusion savamment construite. Ce que je prenais pour du soutien fraternel cachait quelque chose de bien plus laid. Et quand la vérité a éclaté de la manière la plus humiliante qui soit, il était trop tard pour revenir en arrière. C'est l'histoire de comment j'ai perdu ma femme, mon frère, et presque tout ce en quoi je croyais. Mais c'est aussi l'histoire de ce qui a suivi, le feu, les conséquences, et la lente, obstinée remontée vers quelque chose d'authentique. On pense savoir comment on réagirait. Moi aussi, je le pensais. J'avais tort. Il y a 5 ans, je croyais avoir tout compris. Je n'essayais pas d'être quelqu'un d'exceptionnel, juste un type ordinaire avec un bon boulot, un crédit correct, et une certaine fierté dans ce que je faisais. Je gérais des projets informatiques pour une entreprise de logiciels de taille moyenne. Le genre de job dont on ne parle pas en soirée, mais qui paye les factures, garde les lumières allumées, et laisse juste assez d'énergie pour savourer une bière fraîche et une bonne série en fin de journée. Un travail stable, solide. J'avais gravi les échelons depuis le support technique, chaque promotion gagnée à force de travail, de vérifications minutieuses, de nuits tardives pendant que les collègues plus flamboyants rentraient chez eux. J'en étais fier. À 30 ans, j'avais un petit appartement cosy en périphérie de Lyon. 2 chambres, l'une transformée en antre technologique avec écran et éclairage connecté, l'autre pour des invités qu'on n'avait jamais vraiment. Comme si j'avais construit quelque chose. C'est la Cantre Élodie. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée sur un toit-terrasse organisée par un collègue. Une de ces soirées post-boulot, fin mai. Je n'étais pas d'humeur à socialiser ce soir-là. J'étais venu, décidé à rester 30 minutes, puis à m'éclipser discrètement. Mais son rire a tout changé. Pas dirigé vers moi, ni même près de moi. Mais ce rire, mon Dieu, il perçait à travers le brouhaha. Clair, vibrant, authentique. Elle était près du bar, racontant une histoire avec tout son corps, comme si elle occupait son propre projecteur. Cheveux châtains bouclés, relevés en chignon désordonné, robe légère ondulant juste assez pour qu'on le remarque. Elle n'avait pas cette beauté qui cherche à impressionner. Elle n'en avait pas besoin. On s'est retrouvés côte à côte dans la file pour des tartines, et elle m'a souri comme si elle savait déjà qui j'étais. Elle a dit que tout le monde semblait vouloir être ailleurs. J'ai avoué que je planifiais déjà ma commande chez mon traiteur préféré. Elle a ri encore. M'a dit que je parlais peu. Je lui ai répondu que j'essayais juste de ne pas me ridiculiser avec de la moutarde sur le visage. Je ne me souviens pas de tout ce qu'on a dit, mais à la fin de la soirée, on était assis au bord du toit, jambes dans le vide, échangeant nos films préférés et nos pires premiers rendez-vous comme si c'était naturel. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu une semaine plus tard. Un dîner taille et une balade dans le parc de la Tête d'Or. En quelques mois, on était inséparables. Elle a emménagé dans mon appartement après 1 an. Elle y a apporté de la couleur, coussins, affiches encadrées, bougies qui sentaient la lavande ou le pain d'épices. On a créé notre petit monde. Elle lisait sur le canapé, jambes repliées, et je lui apportais son café, juste comme elle l'aimait. J'ai fait ma demande un matin d'automne, après une longue randonnée jusqu'à un belvédère près d'Annecy. Elle adorait cet endroit. Elle disait que le ciel y semblait plus grand. J'avais préparé des sandwichs, un thermos de thé, et caché la bague dans mon sac à appareil photo. Quand elle s'est tournée pour prendre une photo, j'étais déjà à genoux. Mes mains tremblaient, j'ai à peine réussi à parler. Elle a pleuré, dit oui, et m'a embrassé si fort que j'ai failli laisser tomber la bague dans le vide. On s'est mariés dans un jardin botanique à Grenoble. Rien de grandiose, juste des amis, de la famille, et des guirlandes lumineuses. Elle portait une robe avec des manches en dentelle et des fleurs dans les cheveux. J'avais le même costume que pour tous mes entretiens d'embauche réussis. Peu importait. Ce jour-là, elle me regardait comme si j'étais le seul homme au monde, et je l'ai cru. On s'est installé dans la vie de couple comme dans une paire de vieilles bottes. Confortable. Rodé. On avait nos rituels du dimanche matin, crêpes et musique jazz en fond, débat sur quel stand du marché bio avait les meilleures fraises. On parlait d'enfants à venir, de voyages futurs, de tout l'avenir. Elle a créé un tableau Pinterest nommé « Notre future chambre de bébé ». Moi,
je commençais à imaginer un programme pour un berceau connecté, parce que, bien sûr, c'est moi. Je pensais vraiment qu'on était heureux. Pas parfait qu'il est, mais heureux. Authentique. Solide. Construit sur des cafés matinaux, de la confiance et des playlists partagées. Parfois, elle me laissait des petits mots sur le miroir de la salle de bain au marqueur effaçable, ou glissés dans ma sacoche d'ordinateur. Tu me fais me sentir en sécurité, disait l'un. Tu es mon foyer, disait un autre. Alors oui, je pensais avoir tout. En réalité, j'étais juste celui qui tenait le plan. Mon frère Nicolas et moi, on a seulement 2 ans d'écart, mais on dirait qu'on a grandi dans des familles différentes. Il a toujours été le fils prodige, même gamin. Moi, j'étais celui avec les genoux écorchés et des notes correctes, celui qui suivait les règles et faisait ce qu'on lui demandait. Nicolas? Il pouvait défoncer la porte du garage avec son vélo et en ressortir avec une glace et maman qui lui disait qu'il était courageux. Il avait ce sourire, vous savez? Ce charme naturel, inné, qui faisait craquer tout le monde. Les profs, les voisins, même notre chien l'aimait plus. Au lycée, la différence était évidente. Je restais loin des ennuis, bossais à mi-temps, gardais la tête basse. Nicolas était invité à toutes les soirées, sortait avec les filles que les autres se contentaient de regarder à la cantine, et ne semblait jamais stressé. Je ne crois pas qu'il ait révisé plus d'1 heure pendant toute sa terminale, et pourtant, il a eu son bac avec mention. Je l'enviais en silence, mais je n'ai jamais laissé ça devenir de la haine. C'était mon frère. Quand je suis entré à l'université, à Lyon 2, j'ai dû travailler à mi-temps pour payer mes études et mon loyer. Je tirais des câbles réseau dans des greniers glaciales, répondais à des tickets d'assistance à 2 heures du matin, trimballais mon vieil ordinateur portable à travers la ville pour des petits boulots freelance. Nicolas, lui, a eu une bourse et a étudié le commerce à l'EM Lyon, bien sûr. Il m'appelait de temps en temps pour parler de ses profs, d'un nouveau bar qu'il avait découvert, ou d'un week-end à Nice avec ses colocataires. Je hochais la tête, disais un truc poli, et retournais dépanner l'imprimante de quelqu'un. Après nos diplômes, notre père qui dirige une entreprise de logiciels nous a fait entrer dans la boîte. J'ai commencé tout en bas. Mon titre était analyste système junior, une façon élégante de dire que je réparais ce que les autres cassaient. Serveur lent, code bancal, pare-feu mal configuré où tout y passait. Je faisais de longues journées, parfois des nuits. Mais j'aimais ça. J'aimais prendre quelque chose de cassé et le faire fonctionner à nouveau. Nicolas, lui, a débarqué directement comme directeur du développement commercial, tout juste sorti de son master. Comme ça. Bureau d'angle, parois vitrées, carte de crédit pro. J'aurais pu être amer, peut-être. Mais non. Je m'y attendais. Il était le préféré de papa, d'une manière discrète, jamais dite à voix haute. Papa ne l'avouait pas, mais il regardait Nicolas comme l'avenir, et moi comme la base solide. On faisait avec, du moins en surface. Je faisais tourner la boutique, et Nicolas faisait briller l'enseigne. Il allait au dîner avec les clients, charmait les fournisseurs, postait les réussites de l'entreprise sur LinkedIn avec ses hashtags forcés et des légendes du style « On explose les objectifs avec l'équipe de rêve ». Ça me faisait lever les yeux au ciel, mais les clients l'adoraient, et ça aidait à faire grandir l'entreprise. À la maison, tout allait bien. Élodie et moi, on avait nos routines, nos blagues, même nos disputes avaient un rythme prévisible, qui finissait souvent par un dessert partagé sur le canapé. Je pensais qu'elle aimait cette vie, cette stabilité. Elle le disait assez souvent. Puis Nicolas a commencé à passer plus souvent. Au début, ça semblait normal. C'était mon frère. Il habitait à 15 minutes, à Villeurbanne. Il passait après le boulot ou le week-end, souvent avec une nouvelle bouteille de vin à nous faire goûter. Élodie adorait le vin, et Nicolas apportait toujours ses préférés. Je trouvais ça attentionné. Je me disais qu'il voulait juste être sympa, peut-être se rapprocher de moi, d'elle, ou de nous deux. Il s'installait vite chez nous. Il entrait sans frapper, jetait ses clés sur la table de l'entrée, enlevait ses chaussures, et fonçait direct au frigo comme s'il était chez lui. Élodie s'illuminait quand il arrivait, et je prenais ça pour un bon signe. Elle plaisantait avec lui, riait à ses histoires idiotes sur des clients ou des conférences. Je mettais ça sur le compte de sa gentillesse. C'était son style chaleureuse, accueillante. Et c'était mon frère. Pourquoi ne l'aimerait-elle pas? Un soir,
il a apporté une bouteille de vin orange bizarre du Languedoc et 2 parts de tarte d'une pâtisserie du centre-ville. Il a dit qu'il était passé devant et avait pensé à Élodie. Elle a applaudi comme une gamine, lui a fait un grand sourire, l'a appelé « le meilleur beau-frère du monde ». Il a cligné de l'œil et répondu « faut bien chouchouter la reine ». J'ai ri. Vraiment. J'ai dit « tu places la barre haut, mec ». Et je le pensais. Je l'ai même remercié. Avec le recul, c'est ce moment que je déteste le plus. Il complimentait ses tenues, cette couleur te va super bien, ou, waouh, on dirait une couverture de magazine. Elle rougissait, balayait le compliment, mais souriait. Je le taquinais, doucement, Roméo, et il riait comme si c'était juste une blague. Peut-être que c'en était une. Peut-être pas. À l'époque, je ne m'inquiétais pas. Je pensais que c'était juste Nicolas qui faisait du Nicolas extravagant, charmeur, lançant des compliments comme si ça ne coûtait rien. Et Élodie? Elle était avec moi. On avait des projets. On parlait d'enfants. On ne questionne pas les choses quand elles semblent aller bien. On ne cherche pas les fissures quand les murs tiennent. Mais maintenant, quand je repense à ces soirs, je ne vois que la façon dont elle le regardait. Leur proximité sur le canapé. Leur blague qui m'excluait. La manière dont elle s'illuminait un peu plus quand il entrait. Je me disais qu'ils jouaient juste les bons frères. Maintenant, je sais que non. Élodie était prévisible, dans le meilleur sens du terme. Elle planifiait nos week-ends dès le jeudi soir, jusqu'au choix du resto à emporter et du film qu'on regarderait après. Ce rythme régulier, c'était une des raisons pour lesquelles je l'aimais. Ça donnait un ancrage à la vie. Mais à un moment, ce rythme a commencé à changer. Pas d'un coup, plutôt comme un réglage progressif. Elle a commencé à aller à la salle de sport à des heures étranges au tôt le matin, parfois avant que je sois levé, ou tard le soir après le dîner. Je me souviens d'un matin où je l'ai vu lasser ses baskets, maquillée comme pour sortir. Gloss, mascara, cheveux légèrement bouclés. « Tu vas au yoga comme ça ?» ai-je demandé, à moitié endormie, me frottant les yeux. Elle n'a même pas levé la tête. C'est un nouveau cours. Une coach que je suis sur Instagram dit que synchroniser ses entraînements avec son rythme circadien booste l'énergie. J'ai hoché la tête, essayant de suivre. Et ce rythme demande du gloss maintenant? Ça m'a valu un regard cinglant. Pourquoi tu me surveilles? J'ai été pris de court. Je ne surveille pas. J'ai juste posé une question. Elle a pris ses clés et est sortie avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Ça m'a marqué. Élodie était confiante, oui, mais pas vaniteuse. Avant, elle se fichait de son apparence pour le sport. Ce matin-là, quelque chose clochait, mais j'ai laissé couler. Je me suis dit qu'elle traversait peut-être une phase, qu'elle essayait un truc nouveau. Ensuite, il y a eu les soirées entre filles. Elles ont commencé à durer plus longtemps. Ce qui était un dîner et des verres avec son amie Camille s'est transformé en rentrée après minuit. Puis des week-ends entiers. Camille traverse une sale période, disait-elle. Je crois qu'elle a besoin de moi en ce moment. Des phrases sérieuses, émotionnelles, indiscutables. Je n'ai pas insisté. J'ai dit un truc comme « elle a de la chance de t'avoir » et je l'ai embrassée sur la joue. C'est ce qui me ronge aujourd'hui. Je n'étais pas juste aveugle, je lui tendais la pelle pour creuser le trou. Son téléphone est devenu un autre signal que j'ai ignoré. Avant, elle était ouverte avec. On regardait des photos ensemble, on partageait des mèmes, on planifiait des voyages via l'appli Note. Mais là, elle était scotchée à son écran. Et dès que j'entrais dans la pièce, elle le retournait, comme si j'étais un inconnu dans un café à qui elle ne faisait pas confiance. Pendant ce temps, Nicolas était toujours là, peut-être même plus qu'avant. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais ses visites coïncidaient trop bien avec mes absences. J'avais une réunion matinale chez un client, et Élodie mentionnait plus tard, l'air de rien, que Nicolas était passé déposer un vin dont elle avait parlé. Où je bossais tard, et en rentrant, je découvrais qu'il avait apporté des billets pour une expo d'art, le genre de truc auquel je ne pensais jamais, mais qu'elle adorait. Un après-midi, j'ai trouvé un reçu sur le plan de travail pour un café torréfié français hors de prix, celui qu'Élodie disait toujours trop cher pour tous les jours. Elle a prétendu l'avoir acheté en promo, mais je savais que non. C'était Nicolas. Elle ne se donnait même pas la peine de le cacher. Une autre fois, elle a mentionné, l'air de rien, que Nicolas lui avait offert des billets pour un concert à la halle Tony Garnier.
Tu détestes la foule, a-t-elle dit quand j'ai haussé un sourcil. C'est juste un concert que j'ai toujours voulu voir. Il avait des billets en trop. Elle l'a dit comme si c'était rien. Comme si ça n'avait pas d'importance qu'il sache quel concert elle aimait. Qu'il ait fait l'effort d'acheter ça pour elle. Je me disais qu'il était juste généreux. C'était son style. Nicolas aimait offrir des choses, se vanter un peu, être le type qui avait toujours un cadeau en réserve. C'était lui. Mais ça a empiré. Une nuit, en rentrant, j'ai trouvé une photo sur le plan de travail de la cuisine. Une de ces photos instantanées, comme dans les cafés branchés. Dessus, Élodie souriait, tout près de Nicolas, leurs joues presque collées. Sa main sur son bras. Pas un contact anodin. D'où ça vient, ai-je demandé en la montrant. Elle a cligné des yeux. Oh, ça? Ça a dû tomber de mon sac. On s'est arrêté dans ce café près du musée des Beaux-Arts. Tu sais, celui avec la cabine photo? C'était marrant. Marrant, ai-je répété. Je n'ai rien ajouté. Elle non plus. Avant, on se moquait de ce café, de son café hors de prix. Et là, c'était son nouvel endroit préféré. J'ai senti un nœud glacé se former dans mon ventre. Mais encore une fois, je me suis dit que j'étais jaloux. Que je surréagissais. Que je voyais des choses qui n'existaient pas. Parce qu'elle était ma femme. Parce que Nicolas était mon frère. Parce que j'étais trop naïf pour imaginer qu'il puisse franchir une ligne. C'est ce qui vous ronge vraiment, la manière dont vous tordez la vérité pour qu'elle colle à la réalité que vous voulez croire. Je voulais croire qu'on allait bien. Que rien n'avait changé. Que j'imaginais tout. Mais non. C'était un mardi. Pas un jour férié, pas mon anniversaire, pas un jour spécial. Juste un mardi où tout devait se passer comme prévu. On avait un gros déploiement logiciel cette semaine-là, préparé depuis des mois. Tout était prêt aux fournisseurs alignés, planning validé, techniciens sur site. Sauf que ce matin-là, notre principal fournisseur de matériel a appelé, leur camion de livraison était en panne. 5 heures minimum, ont-ils dit. Tout le planning partait en fumée. J'ai passé l'heure suivante au téléphone, à repousser des réunions, à envoyer des emails d'excuses aux clients. Vers le début d'après-midi, j'ai décidé que ça ne servait à rien de rester au bureau. Mon équipe savait quoi faire. J'ai dit à mon assistant que je bosserais de chez moi et j'ai pris mon ordinateur. En conduisant, je pensais au rapport à finir, peut-être à commander un thaï pour le dîner. Élodie avait dit qu'elle avait sa journée au juste un jour pour se détendre, peut-être jardiner ou regarder ses séries. Mais en tournant dans notre rue, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Garé quelques maisons plus loin, devant le jardin de Monsieur Dubois, il y avait l'Audi noir de Nicolas. Il n'avait pas dit qu'il passerait. Je ne l'avais pas invité. Mon estomac s'est noué, mais je me suis dit qu'il venait peut-être juste déposer quelque chose. J'ai garé ma voiture sans couper le moteur tout de suite. Je suis resté là, à observer. Finalement, j'ai éteint le contact, je suis sorti, et j'ai fermé la portière doucement, sans bruit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi savait déjà que quelque chose clochait. La maison semblait normale de l'extérieur. Pas de lumière, pas de fenêtres ouvertes, rien d'inhabituel. Mais en entrant, j'ai vu 2 verres de vin sur la table basse. À moitié plein. Du vin rouge au son préféré, celui qu'on gardait pour les grandes occasions. Un pull était posé sur la coudoir du canapé. Une paire de chaussures près de l'escalier. La playlist qu'Élodie aimait passer à l'étage, celle qu'elle mettait pour une certaine ambiance. Pas fort, juste audible, comme une musique de fond dans une boutique. Je n'ai pas appelé. Je suis resté là, à tout enregistrer. Chaque fibre de mon corps me disait de faire demi-tour, mais je ne l'ai pas fait. J'ai traversé la maison comme dans un rêve, chaque pas plus lourd. L'air semblait épais. Immobile. Au pied de l'escalier, j'ai vu d'autres vêtements. Une chemise. Un jean. Une ceinture de Nicolas. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai continué à monter. La porte de la chambre n'était même pas complètement fermée. Juste entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement, espérant, oh mon Dieu, espérant que j'avais tort. Qu'il y aurait une explication. Mais ils étaient là. Élodie. Nicolas. Dans notre lit. Je n'ai pas fait de bruit au début. Je suis resté planté là.
Ils ne m'ont même pas vu. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre, dans la chambre que j'avais construite avec elle, sur les draps qu'on avait choisis ensemble. La même chambre où on parlait de prénoms pour nos futurs enfants, où on avait accroché des guirlandes lumineuses en plaisantant sur le côté cosy. Quand ils m'ont enfin vu, c'était le chaos. Élodie a crié comme si c'était elle qu'on avait trahi. Elle a tiré le drap sur elle comme si j'étais un intrus. Nicolas a paniqué, bafouillant mon nom, reculant comme un voleur pris sur le fait. Thomas, mec, je ne pensais pas. Ma vision s'est brouillée. Tout est devenu un bruit parasite. J'ai bondi. Ma main a fusé vers son visage. Le bruit était écœurant, un craquement que je n'oublierai jamais. Il s'est effondré, se tenant le nez. « Tu m'as pété le nez !» a-t-il crié, comme si c'était ça, le problème. Élodie criait aussi, me disant d'arrêter, demandant ce que je faisais. Comme si ce n'était pas évident. Comme si ce n'était pas moi qui voyais quelque chose de sacré se briser. Je n'ai pas pu répondre. Ma gorge brûlait. Mes mains tremblaient. J'ai regardé Élodie, la femme pour qui j'avais tout donné, et je n'ai rien reconnu dans son visage. Pas même de la culpabilité. Juste de la peur. Pas la peur de ce qu'elle avait fait, mais de ce que je pourrais faire ensuite. Je ne suis pas resté. J'ai fait demi-tour, descendu les escaliers, passé les verres de vin, les vêtements emmêlés, les souvenirs désormais empoisonnés. J'ai pris mes clés sur le crochet et je suis sorti. En passant devant la voiture de Nicolas, je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Tout ce que je voyais, c'était de l'arrogance, de l'ego, de la trahison. Sans réfléchir, j'ai serré le poing et l'ai écrasé contre la portière. Ça a laissé une belle bosse. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Sans destination. Sans plan. Juste droit devant. Les mains crispées sur le volant. Me répétant de ne pas pleurer, de ne pas craquer, de ne pas sortir de la route. Tout ce que je pensais avoir, tout ce en quoi je croyais, s'est brisé en un après-midi. Et le pire? Je l'avais vu venir. Je ne voulais juste pas y croire. À ce moment-là, le seul endroit qui m'est venu à l'esprit, c'était la maison de mes parents. Et j'y suis allé. En arrivant dans l'allée, la maison semblait inchangée. Volets bleus, étayés, le carillon éolien tintant doucement près du porche. C'était familier. Stable. Exactement ce dont j'avais besoin. Papa était dans son atelier à l'arrière, ponçant un meuble, comme toujours quand il avait besoin de réfléchir. Il pouvait réparer ou construire presque n'importe quoi en bois. Il parlait peu, mais quand il le faisait, on écoutait. Il a levé les yeux en me voyant arriver par la grille latérale, son regard croisant le mien. Il a vu mes mains, puis s'est dirigé vers le frigo, en a sorti une canette de limonade, et me l'a tendue sans un mot. Je l'ai ouverte sans rien dire. Il n'a pas posé de questions. Pas besoin. Il s'est assis à côté de moi sur le vieux banc qu'il avait fabriqué des années plus tôt, celui qui grinçait au milieu, et il a attendu. Quelques minutes ont passé avant que je parle. Élodie et Nicolas. Il m'a regardé, sans surprise. Juste, silencieux. Je ne sais pas si c'était son instinct ou s'il avait vu quelque chose que j'avais manqué. Mais il a juste hoché la tête, comme s'il y était déjà à moitié dans sa tête. Je les ai surpris, ai-je ajouté. Il a fixé l'horizon, mâchoire serrée, les muscles de ses avant-bras tendus. Toujours pas un mot. Dans notre lit, ai-je dit. Le nôtre. On est resté là longtemps après ça, sans rien dire. Ce n'est qu'une heure plus tard que maman est rentrée. Elle s'est garée, portant un sac en toile de son club de lecture, fredonnant une vieille chanson. En entrant dans l'atelier quelques minutes plus tard, ses yeux se sont illuminés en me voyant puis se sont plissés en remarquant les bleus sur ma main. « Thomas, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» a-t-elle demandé, s'approchant vite. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était bloquée. Papa a parlé pour moi. Il a surpris Élodie et Nicolas. Maman s'est figée. A cligné des yeux. Puis encore. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Et enfin, ces premiers mots, des mots qui résonnent encore dans ma tête, étaient durs, froids, et si loin de la réalité que j'ai cru avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu as fait à Nicolas ? Pas ça va, toi ? Pas mon Dieu, je suis tellement désolé. Pas même comment c'est arrivé ? Son premier réflexe était pour lui. Je l'ai regardé,
cherchant à comprendre. Je n'ai pas trouvé la logique. Mon visage a dû tout exprimer, car elle a adouci son ton et s'est rapprochée. Thomas, je suis sûr que c'est bouleversant, mais on ne peut pas frapper les gens comme ça. Papa s'est levé alors. Lentement. Mais avec une présence qui remplissait l'espace. Il méritait pire, a-t-il dit, d'une voix basse et ferme. Jacques, a-t-elle répondu, se tournant vers lui. C'est aussi ton fils. Papa n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé le sol, comme s'il retenait quelque chose. Puis il a dit, plus maintenant. Pas comme ça. Maman secouait la tête, bras croisés. Ça aurait pu être géré autrement. Peut-être que si vous aviez une meilleure relation, si tu avais été plus attentif, Élodie n'aurait pas dévié. C'était le moment où je me suis fermé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste arrêté d'écouter. Ma propre mère, dans le garage où j'avais grandi, suggérant que peut-être c'était ma faute. Que je n'avais pas été assez. Papa est sorti après ça. Je crois que s'il était resté, ça aurait dégénéré. J'ai passé la nuit dans la chambre d'amis à l'étage. La même où je dormais pendant les vacances universitaires ou quand le chauffe-eau avait lâché chez moi un hiver. Mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes, mais je ne regardais pas. Je savais qui c'était. Je n'avais pas besoin de voir les noms. Le lendemain matin, papa était déjà levé. Il m'a tendu un café noir et un mot plié. J'ai quelques appels à faire, a-t-il dit. Repose-toi. À la fin de la journée, la carte d'accès de Nicolas au bâtiment de l'entreprise était désactivée. Son nom rayé de l'annuaire interne. Son téléphone pro déconnecté. Les nouvelles ont circulé vite, mais personne n'a beaucoup parlé. Tout le monde savait qu'il était le préféré de papa jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Quand je suis retourné au bureau la semaine suivante, les gens évitaient mon regard. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils savaient. Maman ne m'a pas parlé pendant des jours. Comme si c'était moi, le déshonneur. Il n'y avait plus rien à dire. 2 jours après l'explosion, on a frappé à la porte. Je pensais que c'était peut-être quelqu'un du boulot, ou même Nicolas qui osait se montrer. Mais en ouvrant, j'ai vu un huissier avec une enveloppe à mon nom. Il a dit mon nom complet comme s'il lisait une contravention, m'a tendu l'enveloppe. C'était tout. Pas d'explication. Pas de questions possibles. Juste un échange rapide et le bruit de sa voiture qui s'éloignait. À l'intérieur, les papiers du divorce. Pas de mots. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste un jargon légal froid et une case cochée à côté de « différends irréconciliables ». Cette phrase m'a frappé plus fort que prévu. Comme si tout ça n'était qu'un lent effilochage inévitable. Comme si je n'avais pas juste surpris ma femme avec mon frère, chez nous, dans notre lit. Pas un mot sur la trahison. Pas une reconnaissance du mal fait. Juste 2 petits mots pour résumer l'implosion d'une vie. Le même soir, une autre surprise m'est tombée dessus. Nicolas portait plainte. Agression. Un nez cassé, apparemment, ne guérit pas aussi vite qu'un ego blessé. Sa déclaration officielle disait que je l'avais attaqué sans avertissement, que j'étais violent et dangereusement agressif. Élodie l'a soutenu, affirmant que j'étais de plus en plus autoritaire, que j'avais un historique d'instabilité émotionnelle, et qu'elle avait peur de ma réaction au stress. Ça m'a coupé le souffle. Instabilité émotionnelle? Autoritaire? Je n'avais jamais haussé le ton avec elle avant ce jour. Mais maintenant, j'étais dépeint comme à 2 doigts d'un drame. C'était de la fiction. Mais quand c'est écrit sur du papier légal et soumis au tribunal, ça devient plus qu'un mensonge, ça devient une arme. Papa a vu les documents et a appelé notre avocat de famille, Maître Dupont. Il gérait les contrats de l'entreprise depuis des années. Cheveux gris, voix calme, toujours 10 coups d'avance. Quand il est venu ce soir-là avec sa vieille mallette et son bloc-notes, j'ai vu dans ses yeux que ça n'allait pas être simple. D'un point de vue légal, a-t-il dit, c'est compliqué. Peu importe ce qui a mené à ça, quand tu frappes quelqu'un, surtout de la famille, surtout quand l'autre partie a du soutien, la loi voit ça comme une agression. Il faut qu'on prenne les devants. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas l'énergie pour discuter. Il m'a dit d'arrêter tout contact direct avec Élodie et Nicolas. Tout devait passer par lui désormais. Chaque appel, chaque email, chaque texto. Et commence à tout documenter, a-t-il ajouté.
Même les détails qui semblent anodins. Ils vont essayer de déformer les choses. Compte là-dessus. Il avait raison. Les semaines suivantes, j'ai été englouti dans un labyrinthe de paperasse, de réunions, de séances de médiation. L'équipe légale d'Élodie m'a attaqué fort, arguant qu'elle avait droit à la moitié de tout, y compris une partie de mes comptes de retraite, l'équité de notre maison, et même une part de mes parts dans l'entreprise familiale. Cette entreprise a grandi pendant votre mariage, a dit son avocat à la médiation. Toute augmentation de valeur est un bien commun. Peu importe que j'y travaillais avant même de la rencontrer. Peu importe que mes parts étaient un mélange de primes gagnées et d'un héritage partiel de mon grand-père. Il s'en fichait. Il voulait tout. On s'est battu. Maître Dupont était implacable. Il a prouvé que ma participation dans l'entreprise précédait notre relation, que mes contributions n'avaient rien à voir avec elle. On a poussé cet angle fort. Après des rounds de négociations, on a conclu un accord qui évitait un procès interminable. J'ai gardé ma part dans l'entreprise. Non négociable. Je n'allais pas laisser l'entreprise familiale se retrouver engluée dans ce cauchemar. Mais ça a eu un coût. Élodie est partie avec la moitié de l'équité de la maison, une partie de mes économies de retraite, et une part d'un de mes comptes d'investissement plus modeste. Ça faisait mal. Pas juste financièrement, mais moralement. C'était comme payer quelqu'un pour s'en aller avec le couteau qu'il vous a planté. Maître Dupont m'a dit que c'était le mieux qu'on pouvait obtenir sans traîner ça en justice pendant des mois, voire des années. Et franchement, je n'avais pas le courage pour ça. Je voulais juste que ça se termine. Au final, j'en sortais meurtri, vidé là où je ne savais même pas que je pouvais l'être, mais debout. La maison? Mise en vente. Ma main? Guérie, à peu près. Encore raide les matins froids. Ma confiance? Disparue. Juste disparue. Il y a des cicatrices maintenant, invisibles. Mais elles sont là, juste sous la surface. À l'époque, je me disais que ça ne pouvait pas être pire. J'avais tort. Une fois les papiers du divorce signés et la poussière retombée, j'ai rassemblé ce qu'il restait de ma vie et j'ai emménagé dans un petit appartement pas loin du bureau. Rien d'extraordinaire, juste une pièce au 3e étage d'un immeuble calme avec une vue correcte sur les toits de Lyon. Le travail est devenu mon encre. Après le renvoi de Nicolas, beaucoup de ses anciens comptes étaient en suspens. Les clients appelaient avec des questions, des inquiétudes, des doutes. Certains étaient prêts à partir. J'ai pris les choses en main sans hésiter. Je connaissais les systèmes mieux que lui. Je savais ce qu'on avait promis aux clients. Et surtout, je savais nettoyer le bazar qu'il avait laissé. J'ai passé des heures au téléphone, en réunion, à prendre l'avion pour des visites en personne. Certains clients étaient surpris de me voir, mais j'ai gagné leur confiance à l'ancienne en étant honnête, en réparant ce qui était cassé, en livrant ce qui était en retard. Je ne faisais pas de chichi. J'assumais nos erreurs et je montrais que quelqu'un s'en souciait assez pour les corriger. Un mois après avoir repris ses comptes, papa m'a convoqué dans son bureau. C'était un vendredi soir, l'endroit presque vide. « Ferme la porte », a-t-il dit. Je l'ai fait. Il s'est retourné, m'a regardé un instant, puis a dit « Je te nomme vice-président exécutif ». J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Tu fais déjà le boulot ?» a-t-il répondu. Ça rend juste les choses officielles. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais rien demandé. Je n'y avais même pas pensé. Mais à ce moment-là, ça semblait réel. Mérité. Il me faisait confiance pas juste comme employé, mais comme homme. J'ai hoché la tête, ravalé ma salive, et dit « merci ». On a commencé à dîner ensemble de temps en temps après de longues journées ou souvent des plats à emporter dans son bureau, ou parfois chez lui. Il ouvrait une bière, desserrait sa cravate, et parlait des débuts de l'entreprise. Des contrats qui avaient failli l'écouler. Des partenaires qui allaient et venaient. De combien il avait été dur de construire quelque chose de durable. Il m'a dit des choses qu'il n'avait jamais exprimées à voix haute. Il y a eu des moments, a-t-il dit une fois, poussant son carton de traiteur, où j'ai cru tout perdre. Mais j'ai continué. Tu sais pourquoi? Parce que t'es têtu, ai-je plaisanté. Il a souri. Parce qu'il le fallait. Parce que cette entreprise, ce n'était pas juste du logiciel ou du chiffre d'affaires. C'était un héritage. Je n'ai rien dit. Mais j'ai compris. Plus que jamais.
La nuit, je commençais à me sentir normal. Je pouvais enfin dormir sans que ma poitrine soit serrée. Fini les nuits à me retourner, à rejouer chaque mot, chaque mensonge, chaque sourire qui signifiait autre chose que ce que je pensais. Le silence n'était plus lourd. Il était apaisant. J'ai repris la course. Rien de fou, au juste quelques kilomètres le matin avant le boulot. J'ai jeté les vieux vêtements de sport qui me rappelaient les mensonges, acheté des nouveaux, et je m'y suis remis. Ça aidait. Ça dissipait le brouillard. Ça me donnait une raison de commencer chaque jour avec un peu d'élan. Un moment, environ 2 mois plus tard, je me suis surpris à sourire dans le miroir. Pas un de ces sourires polis qu'on porte pour le monde. Un vrai. Un petit rictus discret. Ça m'a pris par surprise. C'est là que j'ai su que je revenais à la vie. Pas la même vie qu'avant. Celle-là était finie. Mais quelque chose de nouveau. Quelque chose à moi. Et cette fois, je ne le construisais pour personne d'autre. C'était un mardi soir. Je venais de rentrer du bureau, j'avais enlevé mes chaussures et trié le courrier sur le plan de travail de la cuisine. La journée avait été correcte. Productive. Sans drame imprévu. Je me souviens avoir pensé, enfin une semaine calme. Puis la sonnette a retenti. Un coup rapide, hésitant, poli, comme si on n'était pas sûr que j'étais là. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et je me suis figé. C'était Élodie. Elle se tenait là, sur le palier, comme un fantôme. Cheveux tirés en arrière, en désordre, comme si elle n'avait pas pris le temps de se regarder dans un miroir. Yeux rouges, bouffis, vêtements froissés, comme si elle avait dormi dedans ou n'avait pas changé depuis des jours. Elle se tenait comme si le vent pouvait l'emporter. J'ai ouvert la porte, mais à moitié. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle a commencé à parler tout de suite. Sa voix s'est brisée dès le premier mot. Nicolas m'a quitté. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Elle s'est essuyé le visage. Je suis enceinte. Ça m'a fait l'effet d'un coup dans l'estomac. Je n'ai pas réagi. Pas scié. Je l'ai regardée, attendant la suite. Elle a continué. Elle m'a raconté qu'après le divorce, Nicolas et elle avaient essayé de faire marcher leur histoire. Qu'il avait emménagé chez elle. Qu'il pensait que c'était sérieux. Qu'elle croyait que ça comptait. Ils parlaient de prénoms pour le bébé. Ils avaient des projets. Puis la réalité les a rattrapés. Nicolas avait des problèmes d'argent. Il n'arrivait pas à garder un boulot stable. Sa nouvelle entreprise payait mal, et sa réputation dans le milieu s'était ternie et les clients étaient prudents, certains partaient sans un mot. Ils se disputaient sans arrêt. À propos d'argent. D'attente. Du fait qu'elle ne pouvait pas prendre de congé. De l'appartement trop cher. Elle a dit qu'il voulait qu'elle bosse jusqu'à l'accouchement. Qu'il avait arrêté de parler de prénoms pour parler de prendre ses distances. Et puis une nuit, pendant qu'elle était à un service de garde tardif, il a fait ses valises et il est parti. Sans au revoir. Juste un mot. Il disait qu'il n'était pas prêt pour ce genre de responsabilité. Qu'il devait se retrouver. Elle a dit que ses parents ne lui parlaient plus. Qu'elle n'avait personne d'autre. Qu'elle avait fait une erreur. Qu'elle regrettait tout. Puis elle a dit la chose qui m'a fait reculer d'incrédulité. J'espérais, peut-être que tu pourrais aider. Juste le temps que je me remette sur pied. J'ai cligné des yeux. Aider? Elle a hoché la tête. Pour le bébé. Je ne demande rien d'autre. C'est juste, on était une famille, avant. C'est là que c'est arrivé. J'ai ri. Pas un rire méchant, pas volontairement. Ça m'a échappé. Je ne pouvais pas m'en empêcher. L'audace de tout ça. Après tout ce qu'elle avait fait, les mensonges, la trahison, le soutien à Nicolas quand il a porté plainte, me traitant d'instable, elle était là, à demander de l'aide? Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai posé une seule question. Ça en valait la peine? Elle s'est figée. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Juste un souffle tremblant. Puis elle a pleuré plus fort, épaules secouées, visage tordu par le regret ou la culpabilité qu'elle essayait de porter. Je l'ai laissé pleurer. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai rien dit pour adoucir. Au bout d'une minute, j'ai dit, j'ai de la peine pour le gamin. Vraiment.
Cet enfant n'a pas demandé ce merdier. Mais je ne te dois rien, Élodie. Rien du tout. Pas après tout ça. Tu as fait tes choix. Assume-les. Elle a essayé de parler encore, mais j'en avais assez entendu. J'ai fermé la porte. Je l'entendais pleurer dehors pendant un moment. Puis des pas. Puis le silence. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je ne l'ai pas regardé partir. Je suis juste resté là, dans ma maison, mon espace propre, calme, stable, et j'ai écouté le silence revenir. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Ni de victoire. J'étais juste fini. Ils ont brisé ce qu'on avait. Nicolas et Élodie ont pris quelque chose qui aurait pu être beau et l'ont réduit en cendres. Et ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Tout ce que j'ai fait, moi, c'était leur faire confiance. Tout ce que je leur ai donné, c'était de l'amour, de la loyauté, et une place dans ma vie. Au final, je n'avais pas besoin de vengeance. Pas besoin de faire payer qui que ce soit. Ils s'en sont chargés tout seuls. Ils se sont retournés l'un contre l'autre, ont craqué sous le poids de leur propre égoïsme. J'ai juste eu à rester immobile assez longtemps pour voir tout s'effondrer. Et quand le dernier morceau s'est écroulé, j'étais déjà ailleurs en train de construire quelque chose de mieux. De plus fort. De plus calme. À moi. Cette fois, c'est ma vie. Pas de mur partagé. Pas de vérité cachée. Pas de doute sur chaque mot, chaque regard, chaque rire. Juste moi. Et ça suffit. Partagez votre avis dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait différemment si vous aviez été à ma place le jour où je les ai surpris? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».